qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérés, ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchent l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Quand fait les sirènes mon temps, ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tête, mais moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, afin de... Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politiqueur dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure et fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Salut, c'est Casse-Muraille. Comme chaque semaine, chaque vendredi, on prend l'antenne de Prune au 92 FM à 18h. Si on prend l'antenne, c'est pour proposer un outil à toutes les personnes qui subissent la prison, pour partager votre vécu, essayer de mobiliser du soutien contre l'administration pénitentiaire ou encore visibiliser une lutte collective à l'intérieur. Vous pouvez nous contacter, l'antenne est à vous. C'est aussi possible de passer une dédicace musicale ou non, qui sera émise vers le centre de détention de Nantes, la maison d'arrêt de Carquefou, l'établissement pénitentiaire pour mineurs à Orvaux et les hôpitaux psy de Daumaison et Saint-Jacques. En attendant, on essaye d'expliquer pourquoi on est contre les prisons, le fonctionnement de la justice et l'organisation capitaliste de la société que ces institutions sauvegardent. Et donc, dans les studios, aujourd'hui, il y a Gaël, salut. Ouais, salut Clara, salut à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Salut Tim. Salut. Et Lise Vocal, salut. Coucou. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de suivre la tendance médiatique et de couvrir les annonces du ministre des Prisons et des Tribunaux, Darmanin. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer une dédicace. Et vous avez dû l'entendre dans les médias, Darmanin a fait plein d'annonces pour les prisons depuis plusieurs mois. Nous, d'abord, on a espéré que c'était des effets d'annonce et qu'il avait que de la gueule. Mais en fait, ça a l'air un peu de se préciser. Peut-être qu'on peut commencer par présenter un peu c'est quoi son annonce phare là et qu'il est en train de mettre en place. Ouais, je pense, oui, il est bien lancé là. Il avait annoncé qu'il voulait faire une prison pour les 100 plus gros narcotrafiquants, une prison qui serait sous très haute sécurité, avec des moyens qui sont mis pour pas qu'il y ait de communication entre l'intérieur et l'extérieur. Et là, il a annoncé non pas une prison comme ça, mais 2. En fait, il veut les mettre. Peut-être c'est le même projet, mais qui est à cheval sur deux établissements. Et du coup, c'est vraiment en train de se mettre en place. Ouais, et finalement, c'est plus les 100 plus gros narcotrafiquants de France, mais les 200 plus gros narcotrafiquants de France. Donc voilà, on voit déjà que par rapport aux premières annonces, ils s'emballent déjà. Mais il annonce déjà, il dit que c'est les 200 plus gros pour l'instant, mais qu'il a hâte de faire
le même dispositif dans d'autres prisons et que ça passe à 400, à 500 et que ça continue. Enfin, on voit bien que là, il commence par un endroit, il utilise la répression là, contre les narcotrafiquants, mais il y a une volonté à ce que ce soit un régime qui s'étend et qui, au final, va finir par concerner peut-être pas toutes les prisons, mais sans doute une bonne partie. Ouais, et donc concrètement, il est en train de mettre en place le dispositif légal qui va permettre de faire ces déménagements-là. Alors, la loi qu'il a présentée au Parlement, elle s'appelle Sortir la France du piège narcotrafic. Et donc, il va viser toutes les personnes qui ont été condamnées ou qui sont prévenues même pour des infractions liées à la criminalité organisée et au crime en série aussi. Donc on voit déjà on voit déjà ce qu'ils visent, mais que c'est un truc assez étendu finalement. Parce qu'en fait, aussi en préparant l'émission, on se foutait un peu de sa gueule en disant mais comment il va choisir les 100 plus grands narcotrafiquants. On trouvait ça drôle. En fait, c'est pas drôle, mais on se dit on peut pas redire ce qu'on a dit. Oui, non. Surtout qu'il en a choisi 200 et pas 100 au final, et que ça va être plus à terme. C'est ça, et que en fait ça devient super concret. Du coup, ça va être au garde des Sceaux de choisir, mais pour choisir, il pourra recevoir les conseils du directeur de la prison, des services de renseignement pénitentiaire et des magistrats aussi qui sont sur les affaires pour les personnes qui sont prévenues. Et du coup, avec toutes ces informations-là, ils vont ensemble décider qui est plus dangereux l'un que l'autre, sachant que la dangerosité, c'est des notions super floues et que du coup, c'est le garde des Sceaux après qui choisit de placer les gens donc le ministre, dans ces tôles-là, et que c'est arbitraire comme décision. Et après, il y a moyen de saisir le juge administratif, mais ça passe pas à la base par le juge. Et du coup, ouais, on remarque aussi que les choix des catégories, là, c'est beaucoup les gens qui s'organisent, le crime organisé pour la drogue, mais aussi pour d'autres choses. Et c'est contre ça que l'État veut lutter. Après, quand on dit crime organisé, quand on pense par exemple au narcotrafic, on voit tout de suite que dans l'esprit de Darmanin, ça va plus être des personnes précaires qui vendent de la drogue au pied des tours dans les quartiers populaires et peut-être beaucoup moins les enfants de riches qui dealent de la coke dans les quartiers chics et les structures qu'il y a au-dessus, en fait, les responsables politiques ou les gens qui sont plus gros là-dedans, quoi, à part ceux... Peut-être il va s'attaquer aussi à des gros trafiquants, mais ceux qui n'ont pas d'acquaintance avec le pouvoir. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils visent les personnes qui dealent en se revendiquant de la DZ Mafia ou de la Mocro, qui sont des groupes qui s'organisent et qui se revendiquent d'une organisation internationale. Voilà, et concrètement, du coup, donc il veut créer ce quartier spécial, donc ça va être, les gens vont être à l'isolement. Il y aura un renforcement de la sécurité dans les cellules, il y aura des caillebotiers à toutes les fenêtres et des brouilleurs pour empêcher les drones et les communications par téléphone. Enfin, il dit qu'il veut faire des prisons hermétiques. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça puisque les prisons sont censées déjà être hermétiques dans leur propre... Oh, c'est pas Il y aura toujours des failles, quoi. C'est pas tant bizarre, il veut renforcer la sécurité, quoi. Et en plus des mesures que tu as dit, donc les personnes qui seraient enfermées dans ces quartiers-là auraient plus d'accès aux unités de vie familiale, donc des parloirs qui peuvent durer toute une journée ou plusieurs jours. Ce qui veut dire que pour les personnes qui sont enfermées à Condé ou à Vendin-le-Vieil, parce que c'est ces deux prisons-là, je ne sais plus si on l'a dit, du coup j'ai l'impression qu'on l'a... C'est vrai, on a zappé. C'est ces deux prisons-là qu'il a dit hier soir qu'il allait commencer par équiper pour faire ces quartiers. Parce que j'ai l'impression qu'il va faire des quartiers dans les prisons plus qu'une prison spécifique. Mais du coup, ça veut dire que les gens qui vivent dans le sud et qui sont enfermés dans ces prisons, en gros, ils vont plus avoir de parloir. Parce que ça veut dire qu'il faut que leur famille elle se déplace pour 1 heure de parloir. Et en plus, il va rétablir les parloirs hygiaphones.
Donc ça veut dire un parloir où tu as un plexi, t'es séparé par un plexi et tu t'entends grâce à des combinés téléphoniques. Donc paye ta motivation quand même de traverser, de taper 16 heures de voyage aller, puis 16 heures de voyage retour pour 1 heure de parloir Igiaphone. Ouais, là pour l'Igiaphone, je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est ce qu'il a annoncé, ce qu'il a envie de mettre en place, mais ça peut encore bouger. Je pense que pendant le confinement, il y avait des Igiaphones qui ont été mis en place et qui ont été retirés suite à des recours juridiques. Du coup, c'est possible qu'il se passe la même chose pour ce truc-là. Oui. Et parloir Igiaphone, c'est du coup le parloir avec une vitre entre les personnes qui se voient. Oui, pour, c'est ça, ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais juste ce que je voulais dire par là, je pense que c'est toujours l'idée de l'étanchéité, quoi, pour qu'il y ait rien, pour que les gens puissent rien se faire passer, même au parloir. Du coup, de mettre une vitre et tout, mais du coup, ça renforce vraiment ce truc de couper les gens de leurs proches, de leurs relations. Mais je crois que c'est assumé, même. Ils veulent couper aussi les communications téléphoniques, non? Ils veulent pas dédier des horaires spéciaux aux cabines. Accès au téléphone, un minimum de 2 heures, 2 fois par semaine. Et fouillis systématique aussi en retour de parloir. Bon, bref, oui, il annonce qu'il met le paquet, quoi, et que ça va être vraiment difficile à vivre comme condition. Mais comme d'hab, du coup, je suis d'accord avec toi que qu'il y aura toujours des recours qui seront possibles, qu'il y aura toujours moyen de lutter contre ce qui se fait, mais c'est toujours la même chose. Enfin, c'est toujours ce qui se passe en prison, en fait. Enfin, il y a des lois et des mesures qui sont prises par les différents gouvernements, de droite comme de gauche, on le rappelle. Et en fait, c'est toujours la lutte des prisonniers à l'intérieur qui va permettre de réussir à renégocier ces conditions-là. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a ce genre d'annonce, qu'il y a ce genre de mesures qui sont mises en place et tout, c'est toujours le truc le plus drastique qui se met en avant. Et après, quand les prisonniers arrivent à créer du rapport de force à l'intérieur, bloquer les promenades, faire des mouvements, déclencher des grèves de la faim commune et tout, et c'est à ce moment-là qu'ils arrivent à retrouver un peu de marge, un peu d'espace, quoi, pour faire face à tout ça. Et pour finir sur les modalités pratiques de ces mesures-là, du coup, la décision de placement dans ces quartiers qui sera prise par le ministre, elle a une durée de validité de 4 ans et elle est renouvelable éternellement. Ouais, ça donne encore beaucoup de pouvoir là au ministre, parce que je ne sais pas s'il y avait des choses comparables avant. C'est vrai que les conditions de détention, les mises à l'isolement, avant c'était soit le pouvoir judiciaire, soit le directeur de la prison. Non, tu dis pas le... Ouais. Non, là, les personnes qui sont en quartier d'isolement, c'est ça peut être décidé par le président, le directeur de la détention ou le directeur de la DISP. Et pour renouveler au-delà d'1 an, ça passe par le ministre. D'accord. Toujours le même. Toujours le On même. s'écoute un petit son avant de continuer ? Ouais. Du coup, on va écouter Gwyneth Martha de Dausi et ZKR. Je suis planqué derrière la fenêtre de l'appart, une 488, c'est des 500 à Bart. Y'a toujours un coin qui me rappelle la tôle, toujours une odeur qui me rappelle la geôle. Hier encore, j'attendais tes cantines, c'est des virements, maintenant j'ai grandi. Je reviens te chercher en RS4, on se fera des frayeurs, compteur bloqué, shooter bloqué en GS Black. Plus rien n'existe une fois que c'est planqué. Imagine le monde si tout le monde s'aime, ensuite imagine si tout le monde saigne. Il a toute sa tête après une longue peine, c'est un brave, on dirait qu'il a pas de problème. On attend que les bastos viennent, mais faudra que ton matos vienne. Appuyé, autant éteindre la lumière. Toute la cité a glissé, tous passés l'ancien billet. J'suis attristé, il est parti pour des années. Loyauté s'il y connaît, moi je les prenais si pour des années. Quoi ça sert? Gwyneth Martha, j'ai pas ton temps, j'suis au bout de la terre. Les yeux sur mon plata, des suites de luxe au coup de matraque. Bandit, j'suis au bout de la table. Pour toi j'fais le nécessaire, la tête est dure, elle est en pierre. Si j'perds de l'argent, à quoi ça sert? Faut qu'on s'en sorte, y'a toute la mif dans l'ascenseur. Gwyneth Martha, on vient, on met tout le monde à terre. J'en
ai gros sur le cœur, j'ai la main sur le fer. J'en ai gros sur le cœur, j'ai la main sur le les fer. cailloux, le prix d'une amitié ou le prix d'un Cayenne. Trop de trahison à ciel ouvert, la tête dans les euros on caille. J'étais pas ceux qu'avait la moyenne, on étrangle les doyens. Ramenez-moi un douanier, la parole vaut le boyard. Le sang sur le poignard qui passe pour nettoyer la prison, les années, là, un Denis Brognard. L'ambition a tué les rêves, la faucheuse m'attend dans un range avant. Je quadruple mes honoraires, on se venge, on laisse. Ténéris contre le monde, toujours la tête haute dans l'arène. Le cœur qui parle quand je fais du rap, je suis déter, je vais rentrer à ma haine, je me venge. Toute la terre contre mon gang. Qui t'a appuyé, autant éteindre la lumière. Toute la cité a glissé, tous passé la serpillière. Je suis attristé, il est parti pour des années. Loyauté siliconée, moi je les prenais Si je perds pour mon des temps, à années. quoi ça sert? Connaître Martha, j'ai pas ton temps, je suis au bout de la terre. Les yeux sur mon plata, des suites de luxe au coup de matraque. Bandit, je suis au bout de la table. Pour toi, je fais le nécessaire. La tête est dure, elle est en pierre. Si je perds L'argent, à quoi ça sert? Faut qu'on s'en sorte, y'a toute la mif dans l'ascenseur. Connaître Martha, on vient, on met tout le monde à terre. J'en ai gros sur le cœur, j'ai la main sur le fer. J'en ai gros sur le cœur, j'ai la main sur le fer. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. La torture blanche, c'est le mot. Expliquer l'isolement, c'est expliquer l'inexplicable. C'est une chose que tu ressens, que tu ne peux comprendre qu'à partir du moment où tu l'as vécu dans tes tripes. Je fais souvent le parallèle avec le vécu de ceux des camps de concentration. Bien qu'étant pourtant plus proche d'eux par mon vécu au quotidien, je n'arriverai jamais à ressentir ce qu'ils ont pu endurer. Mais mon propos n'est pas de comparer l'incomparable, étant entendu que dans le domaine de l'abject, tu trouveras toujours plus sordide. Je fais confiance à l'esprit tordu et torturé de l'homme pour cela. Ce que je veux dire, c'est qu'il est difficile, voire impossible, de ressentir une atmosphère, une ambiance, cet état second dans lequel tu t'installes, tu t'engouffres et qui finit par complètement t'avaler, te bouffer, te digérer, te vomir. La torture blanche, ouais, c'est le mot. La torture propre, étudiée en laboratoire, analysée par des scientifiques en gants blancs et blouses blanches. Elle est beaucoup moins spectaculaire que la matraque et la gégène, mais elle n'en est pas moins terriblement efficace. Elle fait son chemin avec le temps, elle est insidieuse et sournoise. C'est le laminoir. Rien de spectaculaire, je le répète, mais c'est justement la répétitivité de ce rien qui fait l'insupportable. Ajoute à ça l'incertitude quant au nombre d'années qu'il te reste à tirer et tu perds vite pied. Aussi, quand tu en as la force, quand tu n'as pas encore sombré complètement, tu t'installes dans la haine. Fidèle compagne qui fait de toi un fauve. C'est, je pense, un réflexe d'autodéfense, l'instinct de survie, l'instinct de mort. Tous les fauves fuient devant l'homme, acculés, ils attaquent, ils se défendent. L'homme, cet animal supérieur, a des facultés d'adaptation formidables, mais, placé dans des conditions exceptionnelles et insupportables, il réagit, ou plus exactement, l'animal qui est en lui réagit. Tous les psys et autres grands spécialistes s'accordent à dire que le détenu placé dans ces conditions passe successivement de l'exaltation extrême à l'abattement le plus total. Abattement qui peut pousser jusqu'au suicide. La solution finale est au point. La haine au quotidien, c'est cette rage, ce désespoir, cette impuissance, et aussi la peur de tes propres réactions. Ces poussées de rage assassines, difficilement contrôlables. C'est ton visage déformé que tu ne reconnais plus dans le miroir, incassable en plastique dur. C'est aussi la parano et la mégalo qui te bouffent. Cette espèce de respect et de crainte sur la gueule du maton. La compassion et la haine dans ses gestes, dans son verbe. Ça transpire, ça dégouline, ça colle, ça pue. Ces couloirs vides, ces mouvements qu'on bloque, ces escortes, ces regards curieux, craintifs, ces sas, ces portes et doubles portes, ces fouilles et ces détecteurs de métaux, le canon des mitraillettes braqué sur toi, les gilets pare-balles, ces motards, ces sirènes hurlantes, ces flics en surnombre, lors de chaque extraction, pour une visite au juge, toute cette mascarade, toute cette folie furieuse font que tu arrives vite à croire que tu es quelqu'un d'exceptionnel, de dangereux. Tu t'identifies au personnage qu'on souhaite te voir jouer, tu rentres dans le jeu. C'est aussi une façon de tenir, d'exister encore et de ne pas sombrer complètement. Mais le véritable danger n'est pas tant l'étiquette qu'on te colle dedans. Le vrai danger, c'est cette étiquette qui te colle à la peau une fois redevenu un homme libre. Le législateur a-t-il pensé aussi qu'un jour proche ou lointain, ces hommes retrouveront peut-être la société ? Moi-même, avant cette nouvelle incarcération, sur une peine de 10 ans,
J'ai fait plus de 3 ans de QHS, QSR et autres QI. Je suis sorti de cet enfer complètement déboussolé, complètement parano. Ne parlons pas de réinsertion. Ils ont fait de moi un antisocial, un irrécupérable au sens où ils l'entendent. Comment pourrait-il en être autrement ? Alors que tu dois vivre, ou plutôt survivre dans ces années, coupé de tout contact, de tout lien affectif, coupé du monde des hommes, de celui des vivants. Comment serait-il possible de reprendre une existence normale, de reprendre le fil, comme si rien ne s'était passé ? Ça dépasse l'entendement, ça dépasse la raison, ça dépasse la logique des hommes. En deçà de toutes ces séquelles, gravissimes et irréversibles, les troubles au quotidien sont les suivants. Insomnie, perte d'appétit, boulimie, vomissement, perte de mémoire et d'attention, hypertension, hypotension, angoisse en tout genre, paranoïa, constipation, colique, chute de cheveux, éruption de boutons, eczéma et autres psoriasis, diminution des facultés visuelles et intellectuelles. Qu'on veuille bien m'expliquer les raisons de cette monstruosité, de cette absurdité et ce qui les justifie. Courage à toi, frère de misère, résiste. Thierry. Voilà, du coup, c'est une lettre en fait qui est de Thierry Chadby, qui était un prisonnier social, qui a fait à peu près 25 ans de tôle dans sa vie avant qu'il se suicide en 2006. Il avait été libéré à ce moment-là, il était dehors. Voilà, et du coup, c'est tiré du livre À ceux qui se croient libres. Et on avait envie de lire cette lettre là pour illustrer un peu là, cette question des nouveaux quartiers que Darmanin est en train de construire. Il faut savoir que Thierry, là, quand il témoigne de ça, il parle des années 80. Lui, il était en tôle dans les années 80. Il a vu le passage des QHS, du coup des quartiers de haute sécurité, que la gauche a promis, en même temps que la peine de mort, de supprimer. Mais du coup, ils ont transformé ça en quartier d'isolement. Finalement, les trucs étaient exactement les mêmes à l'intérieur. Il y avait plus l'hygiaphone. Ah, il n'y avait plus l'hygiaphone. Non. C'est que Darmanin dit qu'il va remettre. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien là, comme lecture, là, parce que ça permet de se rappeler là, que c'est des trucs concrets et qui affectent directement la vie des gens. C'est qu'on finit par l'oublier. Ils font des annonces, ils parlent jamais des gens qui vont les subir, parce qu'en fait, vraiment, on en parlait déjà, mais c'est une partie de la déshumanisation. En fait, les gens, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ça n'a plus aucune importance. En fait, ça devient juste un problème de société à régler et à régler le plus sévèrement possible. Et en fait, en tout cas, j'ai l'impression, le ministre et plein de gens, là, ils oublient que c'est des êtres humains derrière qui subissent ces mesures, et que l'isolement, c'est pas quelque chose d'anodin. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apparenter à de la torture blanche. C'est quelque chose qui détruit psychologiquement un peu fortement. Et c'est pas anodin, quoi. C'est vraiment quelque chose de faire subir ça aux gens. Oui, et par ailleurs, là, ce que Darmanin il me propose, c'est des quartiers spécifiques où il va pouvoir mettre de façon massive des personnes à l'isolement, et dans des conditions un peu plus drastiques. Mais en fait, l'isolement, ça n'a jamais cessé. Comme tu disais, du coup, il y a eu les luttes, il y a eu des grosses luttes de prisonniers qui ont mené à l'abolition des QHS en 1982, mais ils ont été remplacés immédiatement par le régime quartier d'isolement. Et du coup, il y a tout le temps, en permanence, des personnes qui sont sous le régime de l'isolement dans les prisons en France. Et au centre de détention de Nantes, il y a 4 places de cellules d'isolement. Et à la maison d'arrêt, je ne sais plus combien. Mais en tout cas, c'est permanent, quoi, qu'il y a des personnes qui subissent ce régime, et que c'est un régime qui est comme c'est décrit dans la lettre, quoi. En fait, c'était déjà ça. Il était en quartier d'isolement, Chadby, quand il écrit il parle du quartier d'isolement dans sa lettre. Donc, ce que propose Darmanin, c'est pas non plus complètement nouveau. C'est pas complètement nouveau, mais il y a peut-être un changement d'échelle un peu. Ouais, et puis moi, je vois ça comme une façon de faire encore un autre niveau de menace, quoi. Tu peux être dans la prison en régime ouvert, en régime semi-ouvert, en régime d'isolement. Après, il y a le mitard, ça c'est disciplinaire, c'est autre chose. Mais là maintenant, il y a les prisons pour narcos. Et c'est une façon de niveler toujours les conditions de détention, et ce qui permet de différencier un peu les prisonniers et les prisonnières entre eux selon la menace qu'ils représentent, en fait, pour l'administration pénitentiaire ou pour la bourgeoisie ou je sais pas quoi.
Et c'est une façon de faire toujours peser une menace pour inciter les gens à se tenir bien. Ouais, d'ailleurs, on a vu que d'après l'OIP, là, en décembre 2023, il y avait un peu plus de 800 personnes qui étaient qui étaient à l'isolement. Mais du coup, par exemple, ce qu'il faudrait savoir, enfin, ce qui n'est pas très clair là-dedans, c'est qu'avec cette démultiplication des quartiers, est-ce que par exemple les gens qui sont en quartier pour éléments radicalisés ou pour prévention de la radicalisation, qui sont aussi des régimes qui utilisent à des endroits l'isolement, en tout cas qui sont isolés aussi du reste de la détention. Du coup, en fait, c'est le truc de démultiplier le nombre de quartiers, ça fait que ça massifie vraiment le nombre de gens qui peuvent se retrouver là-dedans. Et sachant que, parce que du coup, le régime d'isolement, ça peut être disciplinaire. En fait, que s'ils considèrent que tu es un prisonnier dangereux, qui respecte pas les matons, qui est violent, qui ceci, cela, du coup, tu peux te retrouver à l'isolement. Qui s'évade. Qui s'évade, ouais. Carrément. Et mais c'est pas que disciplinaire non plus. Non, ça peut être à la demande du prisonnier s'il se sent menacé par d'autres prisonniers, s'il veut s'isoler du reste de la détention parce que c'est une personne VIP ou parce que il est là pour des affaires de mœurs. Mhm. Mais la grande majorité des personnes qui sont en quartier d'isolement, c'est des personnes qui sont à l'isolement de manière imposée par l'administration pénitentiaire. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à Fabrice Boromé, qui est un prisonnier guadeloupéen qui est actuellement enfermé à Vendin-le-Vieil, qui est à l'isolement depuis 2013, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises. J'aurais même dit 2012, le moment de sa prise de parole, là où il a essayé de garder des hématons sous le coude pour négocier son transfert vers la Guadeloupe, ce retour en Guadeloupe. Donc en fait, Fabrice Boromé, c'est quelqu'un qui a été condamné en Guadeloupe, qui a ensuite été transféré dans les prisons du territoire hexagonal et qui, depuis, du coup, réclame un transfert en Guadeloupe. Et il a pris à la base une peine de quelques années. Et comme il se révolte pour s'opposer en fait au fait d'avoir été déporté en Hexagone, il a repris des peines. Et il me semble je sais plus quand est-ce qu'il est libérable, mais c'est dans longtemps. Il a pris plein de peines. Et donc actuellement, il est enfermé à Vendin-le-Vieil, donc à la maison centrale qui se trouve dans le nord. Et il subit des agressions racistes de la part des matons, dont il a écrit pour s'en plaindre. À chaque fois, en fait, il sort de sa cellule, il est en contact avec des matons, il se fait insulter, il subit des moqueries, des menaces, etc. À chaque fois, donc, avec teinté de racisme. Et donc, il souhaite qu'il y ait une grosse mobilisation là pour demander à l'administration pénitentiaire qu'il soit transféré de cette prison-là. Ouais, du coup, il y a une lettre qui tourne à envoyer à je sais pas quel bureaucrate à Paris là, qui gère ça au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire. Et puis à la direction régionale aussi de la tôle de Vendin, quoi. Voilà. Moi, je trouve ça ouf quand même, la fin que pendant des années, les prisons, on n'entend pas du tout parler dans l'espace médiatique. Et là, maintenant, on en entend parler, mais en fait, on n'en entend parler que dans un sens. Ça va que dans le sens d'écouter les mesures de Darmanin, pas du tout de parler des problématiques qu'il y a en prison. Et en fait, le racisme, Darmanin, il s'en fout, en fait. Il n'y a pas un grand plan national pour éviter que des gens soient placés sous la coupe comme ça de matons racistes qui ont un pouvoir sur eux énorme au quotidien. Ça, j'ai l'impression que ça dérange personne, en fait. Oui. Après, c'est des annonces toujours plus sécuritaires qu'il fait aussi pour venir catégoriser les gens et selon l'ennemi du moment qu'ils choisissent de diaboliser. Après, ils font des annonces pour dire regardez, on leur tape bien sur la gueule, tout va bien, soyez contents. Oui, d'ailleurs. Dehors, c'est dur, mais dedans, c'est encore plus dur, vous n'en faites pas. Carrément, ouais, pardon. Ça me fait penser là que tu avais commencé à faire la chronologie un peu des quartiers d'isolement, du coup, le QHS, le QI, j'en ai oublié d'autres.
mais ça faisait penser qu'il y a 10 ans, voilà, c'était les terroristes, du coup, qui étaient les gros méchants. Du coup, il y a des quartiers déjà qui avaient été créés à l'époque pour ces gens-là, enfin pour les gens qui étaient inculpés pour terrorisme. Du coup, les Qui était étiqueté terrorisme islamique, Ouais. précisément. Ouais. d'ailleurs. Oui, ça concernait moins les gens qui étaient dans la lutte armée au Pays Basque ou d'autres. Non, ouais, c'est vrai. Du coup, les quartiers de prévention de la radicalisation et les quartiers pour éléments radicalisés. Du coup, il y a 10 ans, c'était eux les gros méchants. Du coup, hop, on faisait des nouveaux quartiers et c'était pour eux. Et puis, aujourd'hui, les terroristes restent des méchants. Hein. Darmanin continue d'en parler un petit peu, mais il y a des nouveaux super méchants, les narcos. Et donc là, on voit la création de ces quartiers-là. Et du coup, en fait, c'est vraiment l'avancement de la politique répressive à chaque fois, en suivant l'actualité et en allant quand même bien, comment le dire, pas vulgairement, reprendre les idées de l'extrême droite à leur compte et aller draguer en fait l'électorat du Front National, enfin, du Rassemblement National ou des Républicains pour les... Enfin, à leur fin politique à eux, quoi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu rappelais que les socialistes n'étaient pas en reste. Les QPR, les quartiers de prévention de la radicalisation, ils ont été créés en 2016. Ah oui, c'était Hollande. Et c'était le même, et exactement le même schéma, quoi, de différencier, isoler, pointer du doigt, tout ça. Et pour en mettre une couche sur les socialistes, Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil, qui sont des prisons qui ont été créées comme des prisons ultra sécuritaires déjà. Enfin, ils n'ont pas attendu Darmanin pour se revendiquer comme ça, même si c'est possible de s'en évader. Hein. Redouane Faïd l'a fait, après avec des gros moyens quand même. Bravo. Et c'était en 2012 et en 2015. C'est vrai. Toujours les mêmes. Enfin, non. Tous les mêmes plutôt. Moi, vraiment, peut-être je m'indigne pour rien, là, mais les discours médiatiques, là, on voit, suite aux annonces de Darmanin, il y a des journalistes qui ont essayé d'étendre un peu le sujet, de trouver d'autres angles, de parler d'autres choses. Et il y en a qui ont été interrogés, des riverains qui habitent pas loin des 2 prisons qui ont été choisies, là, et des riveraines qui vont dire ah, mais moi, je me sens plus en sécurité avec tous ces narcotrafiquants qui sont à côté et tout ça. Enfin, ça permet aux journalistes là de apporter plusieurs points de vue et tout ça. À aucun moment, moi, j'ai vu aucun journaliste qui allait discuter avec les prisonniers, les prisonnières, leur demander comment eux ils voyaient ces mesures-là, qu'est-ce que ça a changé au sein de la détention. En fait, les prisonniers, les prisonnières ne sont plus considérés comme des personnes qui ont un point de vue, qui ont un vécu, comme des êtres humains. Et j'ai l'impression, parce que j'ai regardé un petit peu des fois des documents d'archives d'il y a plus longtemps, dans les luttes contre les QHS en particulier, dans les années 70, dans les années 80, les médias ils faisaient encore le travail d'aller interroger les prisonniers et les prisonnières. Et que j'ai l'impression que maintenant, c'est même pas imaginé. Je vois pas ce qui se passe d'ailleurs, parce que des fois, il y a des parlementaires qui vont dans les prisons avec des journalistes, mais ils ressortent jamais avec des témoignages, ils ressortent jamais avec les analyses ou qu'est-ce qui est porté, qu'est-ce qui est revendiqué par les prisonniers. Ils arrivent, ils rendent compte un petit peu qu'il y a du moisi dans les douches et que les trucs sont trop petits et que c'est galère, mais on n'entend pas le témoignage des gens qui sont concernés. Nous, on aimerait bien pouvoir aller dans les prisons et interroger directement les gens pour savoir, mais en fait, nous, déjà, on aimerait bien. Je vois Clara qui fait la tête en disant bon, c'est pas sûr qu'on aimerait rentrer là-dedans, mais nous, on n'a pas l'autorisation. En fait, on est contre la prison. Du coup, la prison, l'administration, ne va jamais nous laisser rentrer à l'intérieur. Mais du coup, on vous appelle encore une fois de plus. Si vous voulez nous écrire pour témoigner, ça, vous êtes vraiment très bienvenus. On sera très content de relayer votre parole. Et autrement, la parole des prisonniers, elle n'est pas beaucoup relayée quand même. Grave. Et donc, pour clôturer notre programme sur ces annonces, ce qui est en train de mettre Darmanin en place, là, j'avais essayé de faire une transition tout à l'heure en parlant de l'évasion de Redouane, de Redouane Faïd, mais c'est pas grave. Il raconte un peu, il vient un peu appuyer ce que tu viens de dire, Gaël. Donc, on va écouter une lettre que Redouane Faïd a envoyée au journal L'Envolée.
L'absurdité carcérale est longue et étroite comme un cercueil. Elle est toujours là, en permanence. Elle flotte autour de nous comme une odeur persistante qu'on peut sentir chez les personnes privées de liberté. Et chacune a sa propre odeur. On ne connaît pas réellement la sienne et on a parfois peur qu'elle soit pire que celle des autres parce que l'absurdité est une souffrance. On parle avec un détenu dont la souffrance a une odeur de cendre et de charbon et voilà que soudain, il fait un bond en arrière parce qu'il a senti le relent affreux de votre propre souffrance. Les personnes privées de liberté ont eu une souffrance. On n'ose pas leur demander comment elles ont fait pour traverser l'absurdité carcérale sans que leur visage n'emporte ni cicatrice ni marque profonde. On les soupçonne d'avoir revêtu l'apparence de la mort bien avant que ça en soit l'heure. Les personnes privées de liberté subissent les outrages de la nature humaine et de l'abandon de façon disproportionnée. Il en va de même pour les enfermés dans les mitards et les quartiers d'isolement, QI. Ces cellules d'extermination sociale que l'on ne veut pas abolir. Voir l'explosion des tourments de l'âme au quotidien, ces voisins qui deviennent fous, une expérience du désastre, un huis clos où chacun vit cloîtré dans sa mélancolie, des instantanés de misère humaine où le temps se bloque comme un voyage en enfer, où les nuits ne sont plus des nuits et où les jours vous consument. Une impression de vivre plusieurs fuseaux horaires différents. Une agressivité de toutes parts qui vous fait prendre conscience que votre vie est en jeu. On ne se sent pas à sa place, malgré le temps qui passe. Mais y a-t-il un endroit en prison où on se sent à sa place sans réalité ? L'isolement cognitif et sensoriel est une mort lente, une torture physique et mentale, des divagations désespérées. Un confinement lourd et cruel qui fend la vie à la hache de votre désespérance. Ça tape trop fort sur tout le monde. Pourquoi les êtres enfermés se foutent en l'air ? Parce que cette oppression carcérale a totalement assombri leur horizon. Dans la pénombre de l'institution, on mesure l'indifférence profonde des gens pour les emprisonner. Cette opinion publique sera toujours hostile au changement. Dénoncée, cela se révélera plus dangereux qu'utile. L'essentiel est donc d'agir, non de plaire. Car on le sait, les mesures riches en portée humaine affrontent toujours bien des résistances. Les mots, les revues, les débats et les discussions sont des armes incroyables, qui projettent une lumière, une visibilité sur ce que l'on ne veut pas. Du cran et du courage, voilà tout. C'est ça la conviction. Force à toi, le monde. Redouane. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Voilà, c'était une lettre de Redouane Faïd qu'il a écrite donc depuis le quartier d'isolement en 2024. On finit l'émission sur un agenda ? Ouais. Il y a quelques rassemblements, rendez-vous et tout à annoncer, non ? Ouais, demain midi, il y a la zone d'occupation féministe, place du Bouffet de midi à 15h. Du coup, nous, on y sera. Et il y a d'autres... il y aura plein de collectifs qui seront là, notamment le collectif Anticra. Et une manif à 16h. Et dans la continuité, à Rennes, dimanche 9 mars à 11h, devant la prison pour femmes de Rennes, sur le parvis de la gare, il y a un parloir sauvage à 11h. Super. Et voilà, on va pouvoir se quitter. Dans la continuité de ce parloir sauvage là à Rennes, on pense à toutes les prisonnières qui sont derrière les barreaux et à toutes les meufs qui vont au parloir aussi. Et on rappelle les contacts vite fait. Carrément. Donc, Casse-Muraille, on est joignable au 07 82 98 43 59. On est aussi joignable par mail à cassemuraille@riseup.net et on peut recevoir du courrier entretien de la correspondance à Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy. 44 000 Nantes. 44 000 Nantes. Et il n'y a plus qu'à se dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On sera là. Ouais. Salut. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.